Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Tout de suite, les titres. Comment le secteur agroalimentaire africain peut-il faire face à la mondialisation? C'est la question qui réunit ce jour les promoteurs d'entreprises autour du ministre du Commerce. À suivre dans ce journal leurs difficultés et les pistes de solutions. Coopération, le Brésil financera des équipements de transformation agricole au Cameroun. C'est l'essentiel du point de presse donné ce jour à la CAPEF. Les détails dans quelques instants. Agriculture hors sol, une voie à explorer. AgriTV vous invite à découvrir ce mode de culture qui se répand à travers le monde. Et notre expert, Jean-Christophe Téné, nous en dira davantage. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal et merci de rester fidèles à AgriTV. Les produits Made in Africa sont en débat. C'est en effet le sujet d'un symposium placé sous le thème « La place des produits africains face à la mondialisation ». Il est question pour les acteurs réunis autour du ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbaga à Tangana, de sonder les voies et moyens de faire face à la concurrence massive des produits venant de l'extérieur. Plus de détails avec Joël Ifone. Le constat est clair, la tenue de ce symposium sur l'agroalimentaire des produits Made in Africa est partie des résultats inquiétants d'une étude menée par l'Association citoyenne pour la défense des intérêts collectifs en mai 2017, révélant que seulement 2% des produits locaux sont présents dans les enseignes de distribution au Cameroun. Face à cette situation, nous avons trouvé que mettre tout le monde, tous les acteurs, les dépositaires d'enjeux autour d'une table était la meilleure solution, la meilleure manière d'aborder ce problème. Nous avons pensé au symposium. Donc voilà l'origine du symposium. Donc le symposium regroupe les producteurs, l'administration, les consommateurs, les PME et les PMI, les distributeurs. Tous ces acteurs sont là pour réfléchir sur le comment on fait pour booster la production locale. Ce symposium international sur le Made in Africa se veut à cet effet une occasion de susciter une meilleure valorisation des produits locaux en Afrique et au Cameroun dans les grandes surfaces. Le challenge doit être à la hauteur des enjeux au regard de la concurrence qui se vit sur le marché. Il est avéré, il est établi qu'à l'horizon 2050, il n'y aura plus de terres arables disponibles, sauf en Afrique, pour pouvoir nourrir l'humanité. En 2050, c'est précisément ces jeunes qui seront les acteurs de terrain. Il est donc important qu'ils soient intégrés, associés à la réflexion, parce que ça les engage. Ça engage non simplement la nation, mais eux, directement, ça impactera sur leur futur. C'est donc une démarche interpellative de la part du ministre du Commerce à l'endroit des acteurs de ce secteur de notre économie à œuvrer davantage pour plus de visibilité des produits agricoles locaux sur le marché. Des orientations qui seront développées au cours des 2 jours d'échange entre les participants à travers 4 ateliers avec respectivement les producteurs, les PME, PMI, les consommateurs et les distributeurs pour dégager les facteurs limitant la valorisation du Made in Africa. Nous restons dans l'actualité liée à ce symposium, mais cette fois pour relever les écueils, les difficultés liées à cette activité, mais aussi pour dévoiler des pistes de solutions. C'est un reportage que nous signe Joël Ifone. L'émergence des produits agricoles Made in Africa sur le marché international reste encore obstruée par un certain nombre d'écueils d'ordre structurel et économique. C'est le cas du Cameroun malgré son riche potentiel. Les produits locaux au Cameroun, en Afrique, ont un problème politique. Au départ, il n'y a pas de stratégie nationale de promotion des produits locaux. C'est ce qu'il faut voir. Quand il n'y a pas une stratégie au départ, tout ce qu'on fait à la base, c'est quoi? C'est ponctuel, c'est isolé. Et ce n'est pas efficace. Or, dans le monde de la concurrence, il faut avoir une stratégie. Nos pays, le Cameroun n'en a pas. Donc c'est le lieu, s'il y a une principale recommandation à faire, c'est au niveau politique, c'est de mettre sur pied une stratégie nationale de promotion des produits locaux. Une situation déplorable qui ne concourt pas à faciliter les efforts des acteurs et promoteurs des PME et PMI et tous les autres maillons de la chaîne de valeur des produits locaux de pouvoir valoriser leur savoir-faire. Il faut combler en passant par l'Assemblée nationale, c'est souvent une loi qui met sur pied une stratégie nationale. Quand on vote une stratégie nationale, par exemple de promotion des produits locaux, cette stratégie nationale va être déclinée en plusieurs autres actions
et activités publiques, politiques publiques, vous comprenez un peu. C'est ça. Mais tant qu'il n'y a pas ça, si je prends par exemple la politique de promotion, parce que nous sommes dans un cadre de la concurrence, comme l'a énoncé le ministre du Commerce citant le président de la BARD, dans la concurrence, les faibles meurent. Et dans la concurrence, vous voulez mettre en avant quoi? En vue de quoi? Face à ces faibles capacités de proactivité, de compétitivité et de réelle stratégie à mettre sur pied afin de se positionner, les voies d'opportunité semblent plutôt se muer en obstacle. En 2017, le Cameroun a importé seulement en denrées alimentaires pour environ 1200 milliards de francs CFA. C'est un suicide. Nous étions à environ 800 milliards en 2015. Vous voyez comment on évolue. Quand je vous parle de 1200 milliards, cela représente un quart de notre budget. C'est un suicide. Et lorsqu'on combine toutes les importations du Cameroun, y compris les équipements, etc., on se retrouve à environ 3 000 milliards. C'est-à-dire les 3 quarts de notre budget. Non, on ne peut pas. C'est un suicide. Il y a donc urgence à repenser une meilleure stratégie sur les mécanismes à mettre en place pour une pénétration en force de la production locale dans ces circuits de distribution de masse. Écoutons à présent quelques jeunes Camerounais qui ont pris part aux travaux de ce matin. Au micro de Joël Ifon, ils expliquent leur volonté et leur engouement à entrer dans le milieu de l'agrobusiness. C'est très édifiant. Je participe à ce symposium parce que je me sens particulièrement interpellée, faisant partie de la jeunesse camerounaise actuelle et sachant que l'agriculture fait partie des nouveaux métiers, des métiers du 21e siècle. Je me sens particulièrement interpellée dans la mesure où je prends ça comme une responsabilité, quelque chose que je vais devoir faire ou devoir léguer à mes cadets. Alors la nécessité s'est imposée pour moi de participer à ce symposium afin de mieux comprendre ce qu'il en est, de mieux comprendre les enjeux et de comprendre exactement ce que j'aurai à faire. Non, l'élevage c'est le domaine qui m'intéresse particulièrement. Bon, pour moi c'est d'abord quelque chose de passionnant de voir des petits animaux, les élever, les tout petits et pouvoir gagner aussi quelque chose derrière eux, ça me passionne. Déjà en tant que jeune, c'est une très bonne initiative déjà qu'on organise ce mini-colloque qui permet seulement non seulement aux jeunes déjà de s'imprégner de toutes les valeurs qui sont à sa portée, mais qui très souvent nous passons à côté. Et comme le ministre l'a dit, c'est la vie d'un pays, c'est la vie d'un continent qui en dépend. Donc aujourd'hui, je peux dire avec beaucoup de motivation que je suis prêt effectivement à me lancer dans l'agriculture, puisqu'aujourd'hui c'est un secteur qui est très porteur. Alors il suffit simplement maintenant de trouver des méthodes et des moyens pour pouvoir s'y lancer et voir ce que nous pouvons remporter. Bon, la majorité des jeunes ont encore cette image des parents qui partent au travail, faire le métier de la terre avec la houe. Alors on trouve ça pénible. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de jeunes aller à l'école dans le but de pouvoir contourner cela. Mais toujours est-il dit que cela nous rattrape, puisque nous revenons toujours au point de départ et voyons que c'est même là-bas où nous devions davantage nous investir. Donc il suffit maintenant de trouver des moyens dans le sens de ne pas aller comme nos parents avec les hauts, mais peut-être chercher du matériel dans le sens de pouvoir davantage bien produire. Pourquoi pas transformer afin de pouvoir sortir des produits compétitifs sur le marché. Le Brésil offrira des opportunités dans la transformation agroalimentaire à travers le financement de projets. Cela se fera lors de la mission économique qui ira bien sûr au Brésil à partir du 25 avril prochain. C'est ce qu'il ressort du point de presse donné ce jour à la Chambre d'agriculture, de pêche et d'élevage à laquelle a pris part William Bangonnier. Sous l'initiative de Zara et Associates, avec l'appui de la Chambre d'agriculture et de l'ambassade du Brésil au Cameroun, une mission économique des entrepreneurs agricoles de la transformation agroalimentaire séjournera en terre brésilienne du 25 avril au 2 mai 2018. On vous l'avait déjà annoncé de cette manière et aujourd'hui, et pour réitérer la tenue d'une mission économique d'entrepreneurs camerounais au Brésil qui se tiendra du 25 avril au 2 mai, la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, par la voix de son délégué régional, a donné un point de presse ce jour dans ses locaux. Aussi bref a-t-il été, ce point de presse a permis de renseigner à suffisance l'opinion publique. Parce que ce n'est pas un voyage d'agrément, c'est un voyage où vous allez rencontrer les bailleurs de fonds, vous allez rencontrer les fabricants de machines et tout ça, et vous allez parce que vous avez à avoir des machines qui pourront vous aider
à fabriquer parce que nous voulons faire la transformation pour que ce soit une agriculture de seconde génération qu'on a toujours souhaité. Après la précision de monsieur le délégué, le représentant des Zara Associates nous donne le bien fondé de cette mission. Ils ont besoin d'équipements pour pouvoir transformer les denrées que nous produisons. Donc, en termes de plus-value, nous avons le côté financement que la partie brésilienne offre. Nous parlons ici de 80% de crédit pour l'acquisition des équipements, des différents équipements que j'ai cités. Et je crois que c'est important de noter l'aspect financement parce que nous connaissons les difficultés que nos entrepreneurs agricoles connaissent dans l'octroi des crédits. Donc, pour la partie camerounaise, le Camerounais n'aura qu'à venir avec 20% d'apport personnel et la partie brésilienne couvre les 80% du financement. L'autre aspect qui est très important, c'est 2 ans de différé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'équipement arrive sur le port de Douala, vous avez 2 ans avant de faire votre premier paiement. Je crois que ces 2 éléments sont très importants pour les entrepreneurs agricoles, pour tous ceux qui veulent investir dans une agriculture de seconde génération, comme a dit M. Zou. Ce serait un voyage de villégiature. La rencontre prochaine entre la partie camerounaise et la partie brésilienne de l'agro-industrie impose aux participants qui sont les potentiels bénéficiaires de ce partenariat de se rassurer de la pertinence de leurs arguments. Produire c'est bien, consommer c'est une nécessité. Mais entre les deux, il y a parfois obligation de transformation. Alors, pour mieux le faire, soyez de la délégation du prochain rendez-vous agroéconomique au Brésil. Présent sur les comptoirs de nos marchés, apprécié dans diverses recettes, le Njansang est pourtant un produit qui donne beaucoup de travail. De sa collecte à sa commercialisation en passant par son séchage, il y a plusieurs obstacles qui peuvent amener les acteurs de la chaîne à abandonner. C'est du moins le constat effectué par William Bangonier. Sur les comptoirs d'épicerie dans les marchés, le Njansang est très présent. Mais beaucoup de consommateurs ne savent pas quel mal il faut se donner pour l'avoir. La graine dorée sur les étals est noire à la base. Pour l'avoir, il faut emprunter des sentiers broussailleux pour aller parfois loin dans la forêt. C'est au pied de cet arbre qui laisse tomber ses graines que commence la collecte. Se lever tôt est indispensable car la récolte de ces graines dépend du premier venu. Et il faut parfois s'y mettre à plusieurs. Pour cette famille, l'image du laboureur et de ses enfants s'illustre bien. Car pour récolter le Njansang, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse est important. Et après avoir collecté, il faut... Arriver à la maison, si tu veux mettre ça au feu, tu mets d'abord dans l'eau. Avant de mettre au feu, tu mets dans l'eau. Ce qui est vide dedans là, ça nage au-dessus. Tu enlèves les déchets là, tu jettes. Avant de laver alors et mettre au feu dans la marmite. Tu mets dans la marmite, que ça commence à bouillir. Ça commence à se fendre juste un peu. Si tu veux même, tu mets l'eau au feu. Tu enlèves ça dans l'eau. Tu mets l'eau au feu à part. Tu verses alors le Njansang dans l'eau. Ça se fend. Une fois, ça se fend. Une fois, toi-même tu vois que ça a déjà cuit. Tu enlèves dans l'eau. Dès que tu enlèves dans l'eau, tu commences à casser comme nous cassons là. Tu casses, tu enlèves ça. L'autre cycle, dès que tu casses, ce qui n'est pas fendu là, c'est ça qu'on enlève de côté. Le travail autour du Njansang est l'œuvre des humains. Mais la nature joue un rôle tout aussi important dans ce processus. En effet, après avoir cassé la coque ronde et noire, c'est avec impatience qu'on attend le lever du jour pour enfin voir apparaître les rayons du soleil. Ces rayons sont donc du pain béni pour rendre la graine pâle en graine dorée. Après obtention de ce produit dans cette couleur, les travailleurs peuvent s'acquitter avec honneur de certaines responsabilités. Pour moi, c'est sur ça que moi je vis dans ma maison. Je fais comme ça, je rationne mes enfants, j'achète du savon, pas le problème de santé arrive, je résous. C'est comme ça que moi je vis dans ma maison. Le travail autour du Njansang n'offre pas beaucoup de répit à ceux qui s'y attellent. Le Njansang, on l'acquiert avec le concours de la nature, surtout. Alors, on se demande toujours d'où vient l'expression « faire le Njansang » lorsqu'on sait qu'on ne le fabrique pas, mais plutôt on le ramasse. À l'occasion de la 6e édition du Festival du Café, l'AFPA, Agence de valorisation des productions agricoles, a décidé de primer certains cafés africains. Les critères de goût et de force de caractère ont été retenus. Le Cameroun a été largement honoré avec plusieurs cafés qui ont été primés. Je vous invite à découvrir lesquels dans le reportage qui va suivre. L'espace de quelques jours, le palais des congrès de Yaoundé s'est transformé en véritable caverne d'Ali Baba pour les amateurs de café. Qu'on l'aime corsé, doux,
onctueux, sucrés ou noirs, il y en a eu pour tous les goûts. Ce qui a surtout marqué les profanes, c'est que tous ces différents types de café se sont avérés tous être torréfiés au Cameroun. Chacun s'est donc prêté au jeu de la dégustation, s'offrant au passage un rappel mémoire sur les vertus du café. Les gens qui ont les maladies dégénératives d'esprit comme l'Alzheimer, ils peuvent prendre aussi du 100% arabica. Ils entrent à ce moment en processus de guérison. Donc c'est un produit qui a beaucoup de vertus. On dit que le café guérit le cancer aussi. Le café moulu est un anti-inflammatoire. Il rend les reins fonctionnels. Donc le café moulu, il est digestif. Ça veut dire que même si vous mangez à 2 h le matin, vous prenez le café, vous dormez. Le café moulu, normalement, il diminue la pression artérielle. Le café moulu, c'est la magie. C'est pour ça que les Blancs passent le temps à boire ça. Autant de bonnes raisons qui ont donc poussé les Camerounais à se lancer eux-mêmes dans la transformation locale de leur café et surtout encourager les compatriotes à sa consommation. Il faut tout de même souligner qu'au-delà des frontières, le café camerounais s'est déjà fait un nom. En effet, à l'occasion de cette 6e édition du Festival du café, l'Agence de valorisation des produits agricoles a primé certains cafés selon des critères qu'a expliqué son président, Philippe Juglar. À son originalité dans le fait qu'il s'agit d'un concours des cafés torréfiés par les pays producteurs. La première règle, c'est qu'il n'y a pas un café meilleur que les autres. Il y a des cafés. Et des cafés qui correspondent à des cultures, à des goûts, à des habitudes. Donc ce qu'essaye de faire notre jury, c'est très simplement de regrouper les cafés par catégorie homogène, où des professionnels du café dégustent les cafés selon 2 méthodes de préparation, une méthode expresso, une méthode brésilienne, c'est-à-dire le café dans un bol, de façon à ressentir, à catégoriser les cafés, et dans chaque catégorie, à sélectionner ceux qui n'ont pas de défaut par rapport à leur catégorie. Plusieurs cafés camerounais ont donc pu braver ces différentes étapes pour se retrouver au panthéon des cafés africains. Parmi les médaillés, on peut citer les cafés UKO qui s'en tirent avec 2 médailles d'or en 3 participations. Le café Ménage à 3 de la région du Mungo a lui aussi été primé, tout comme le café Johan qui a fait honneur au Cameroun. L'activité de torréfaction étant relativement jeune au Cameroun par rapport aux autres pays, le ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbarga à Tangana, a tenu à les féliciter suite à cette distinction. Elle est là, présente, qui vous accueille, qui vous acclame, Excellences, Mesdames et Messieurs, et qu'à notre tour, nous saluons en lui disant, à la suite du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, un seul mot, continuez. Si vous aussi vous souhaitez donc soutenir le café camerounais, n'hésitez pas à le demander dans les points de vente. Ce n'est qu'ainsi qu'il saura véritablement reprendre de l'envol. L'agriculture est très souvent conçue comme étant une activité qui demande de grands espaces et un très fort investissement. Pourtant, il est aujourd'hui possible pour chaque individu d'avoir une plantation personnalisée dans son domicile même. Je vous invite à découvrir ce qu'on appelle l'agriculture hors sol dans le reportage qui va suivre. Appelée scientifiquement hydroponie ou alors culture hydroponique, l'agriculture hors sol est la culture de plantes réalisée sur un substrat neutre et inerte. Ce procédé se répand aujourd'hui à travers le monde pour pallier aux problèmes de manque d'espace et aussi fournir de meilleurs rendements. L'agriculture hors sol est une nouvelle technique alternative de culture des végétaux qui peut être mise en place dans des exploitations agricoles de toute taille et même dans les domiciles. C'est aussi une bonne réponse aux problèmes d'eau et de pollution que connaît actuellement la planète. Ce procédé entraîne en effet une moindre consommation d'eau et permet une croissance contrôlée et rapide des plantes car l'environnement est maîtrisé. La culture hors sol limite également l'attaque des nuisibles du sol. L'autre avantage de ce procédé, c'est qu'elle est facile à pratiquer. Pour des particuliers, il est en effet aisé de se lancer dans la pratique de la culture hors sol à partir de matériaux de récupération, de vieilles bouteilles en plastique, de vieux sacs usagés, des tuyaux de canalisation ou encore des roues de voiture sont autant d'ustensiles
ustensiles qui peuvent vous aider à confectionner votre coin de culture. Il vous suffit simplement d'être un peu bricoleur. La culture hors sol est accessible à tous, professionnels ou néophytes. C'est aussi une solution rêvée pour ceux qui sont friands de modes de consommation biologique. Évidemment, toutes les plantes ne sont pas adaptées à ce type de culture. Les plantes maraîchères sont les favorites, tout comme celles du potager ou de l'horticulture. Alors, tomates, piments, choux, laitues ou autres, il ne tient qu'à vous de sauter le pas et expérimenter ce qui vous fera envie. Nous allons à présent recevoir l'invité du journal qui va nous donner plus de détails sur l'agriculture hors sol. Jean-Christin Téné est un important directeur d'entreprise, parmi lesquels Agromaf et Bonne Chère. Il vient nous édifier sur les processus de l'agriculture hors sol, les moyens de se lancer et surtout les règles à respecter. Alors, bonjour M. Téné. Bonjour. Alors déjà, c'est quoi l'agriculture hors sol? L'agriculture hors sol, si je veux m'exprimer un peu en français facile, c'est-à-dire en des termes faciles pour pouvoir permettre à tout un chacun de comprendre vraiment de quoi il est question dans cette histoire, c'est le fait de pouvoir faire de l'agriculture sans être dans un champ. C'est-à-dire, nous sommes terre à terre, nous sommes à Yaoundé, vous avez un domicile, peut-être de 1000 mètres carrés, vous avez fait une maison sur 150 mètres carrés, vous avez des points qui sont perdus à la maison. Nous avons la possibilité de faire des cultures sur ces espaces. Alors, comment ça se passe? Je vais prendre un exemple très simple. Je vais commencer par une culture un peu comme l'igname ou bien le manioc, par exemple. On peut bien le faire à la maison, ou bien même de la pomme de terre. On peut le faire de la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire juste? Il faut juste confectionner des sacs de préférence en polypropylène. Quand vous avez ces sacs, vous mettez de la terre à l'intérieur, que vous avez pris la peine d'engraisser, peut-être avec du fumier, et ainsi de suite. Et puis, vous le disposez en rang sur un espace précis. Et là-dessus, vous mettez soit la bouture, soit le rejet de pommes de terre. Et la culture va grandir en s'enracinant uniquement dans le sac. Et cette culture a beaucoup d'avantages parce que non seulement ça permet déjà à la maison de décorer, c'est-à-dire de créer de la verdure dans notre concession, mais il a une croissance exponentielle. Alors la question qui vient directement à l'esprit, c'est quels moyens faut-il pour se lancer dans cette activité? Parce que cela est vraiment intéressant. Non, il faut juste avoir un domicile. Quand on a un domicile, il faut juste avoir un sac. Quand je parle de sac, ce n'est pas un sac spécial. Hein, c'est un sac où on a enlevé du riz à l'intérieur. Vous venez d'enlever du riz à l'intérieur et directement vous remplacez avec de la terre. Parce que si je vois par exemple les bouteilles de 10 litres où on enlève de l'eau Supermont, 5 litres, ainsi de suite, Supermont Tanguy, tout ça. Généralement, on le jette dans la nature, ou bien même ceux de 1,5 litre, on le jette dans la nature, et ça crée d'énormes problèmes de pollution, alors que nous pouvons utiliser ces bidons par la maison. Donc, quand nous fendons juste au-dessus ces grosses bouteilles et que nous mettons de la terre à l'intérieur, nous avons la possibilité de déposer ces trucs à nos fenêtres, de mettre dessus par exemple du basilic, de la salade, et ainsi on peut à la maison en mettre 100, 200. Imaginez-vous dans une maison si vous avez ces grosses bonbonnes avec de la terre, vous avez mis 25, 50 et que vous mettez seulement de la laitue à l'intérieur ou bien, je ne sais pas n'importe quoi, les petits condiments qu'on utilise, vous ne pourrez pas consommer tout ça. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal réalisé avec l'aide de l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur AgriTV.